Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger chaîne 3. Je suis Reda Menassel en compagnie de Lamine B derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale cybersécurité, chapeautée par notre chroniqueur Hatem Hosseini, avec en guise d'invité, messieurs, Salim Bechiri, qui est consultant en cybersécurité. Il est accompagné de monsieur Abdelbasset Zarrouki, consultant lui aussi. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Et il est 18h08 sur les ondes de Radio Alger 3, Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Lamine B derrière la vitre, et évidemment de notre chroniqueur Hatem Hosseini. Welcome Hatem. Merci Reda, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. Alors tu as choisi de t'intéresser aujourd'hui à un sujet qui te passionne depuis pas mal d'années, à savoir la cybersécurité. Tout à fait, la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. On fonctionne en mode virtuel la plupart du temps. On utilise des applications, on utilise des données. La donnée est devenue très importante. Et monnayable aussi. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, comme toute chose importante, elle est sollicitée par des infractions, des gens qui essaient de la détourner, de contourner le système. Et donc la cybersécurité est devenue, moi la semaine dernière par exemple, j'étais en tant que consultant dans un travail concernant l'éducation nationale. D'accord. Et on commence à réfléchir, à commencer avec les élèves du primaire et à les éduquer, à commencer justement. à les mettre en contact avec ces aspects-là. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose dans notre vie. Tout le monde est avec une tablette, un téléphone, et pas mal de choses. Donc, seulement aujourd'hui, nos experts vont se présenter, bien sûr. Ils viennent pour parler, parce que la cybersécurité, c'est un grand domaine. Absolument, c'est très vaste. Donc, et on a fait des émissions sur ça. Notamment la spéciale, il y a quelques semaines, avec 5 émissions qui ont tenté de traiter ça. D'accord. Et là, on va s'intéresser aux cybermenaces. Et nous, en tant l'Algérie, par exemple, comment elle doit réagir et comment elle doit se comporter par rapport à cette problématique des menaces qui viennent. C'est une guerre de nouvelle génération. Voilà. Donc, je commence à demander à nos invités, Monsieur Bechiri, donc, de se présenter et... Alors, non, avatar et mot de passe. Alors, bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Déjà, merci pour l'invitation. J'espère, Inch'Allah, que ce sera une émission où il y aura de la sensibilisation, de la vulgarisation et de l'incitation à l'action, Inch'Allah. Alors, c'est Salim Bechiri, général manager et cofondateur de la société Realistic Security, société algérienne, qui est active exclusivement dans le domaine de la cybersécurité. C'est tout ce qui est audit sécuritaire, réponse aux incidents de sécurité, déploiement de solutions de sécurité. Vous avez quelle formation vous-même pour atterrir dans ça? Ingénieur en informatique et master spécialisé en cybersécurité. Très bien. En sécurité des systèmes et des réseaux. Très bien. Vous êtes accompagné de monsieur Abdelbasset Zarrouki, qui est consultant lui-même. Marhaba bik. Allah ysalmak, merci, bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, ma chère auditeur. Et premièrement, avant de commencer, c'est à l'occasion du 1er mai, Journée mondiale du travail. Je souhaite à tous les personnels de la radio algérienne, la télévision et les auditeurs bonne fête, en fait. Donc, je suis consultant en cybersécurité. Ça fait déjà 15 ans que je suis dans le domaine de la cybersécurité. Je travaille en Algérie, à l'étranger. Donc, j'ai travaillé sur pas mal de projets. Conformité, audit, implémentation des contrôles de sécurité, sensibilisation. C'est un sujet que j'aime bien. J'aime bien surtout présenter des séminaires de de sensibilisation. Votre collègue, comment vous avez atterri dans ça? Quel a été votre parcours? Je suis ingénieur pardon. Je suis ingénieur d'État en informatique, Bebzoua.
Et ça vous a attiré tout de suite. Exactement. Voilà. J'ai travaillé presque début de carrière développeur, administrateur système, et après ça m'a passionné le domaine de la sécurité de l'informatique. Exactement. C'est un sujet pour moi très passionnant. J'ai remarqué que c'est un atout, avant d'aller dans ce domaine, de toucher déjà en tant que technicien de toutes ces technologies. Hein. C'est un atout aussi. Mais c'est pas d'ailleurs une condition, mais c'est un autodidacte et voilà, c'est un domaine passionnant. Oui, c'est d'ailleurs ce que je conseille aux jeunes ingénieurs qui viennent travailler avec nous. Il faut toucher le technique avant d'embarquer sur la cybersécurité, parce qu'il faut avoir une fondation solide côté technique, savoir les systèmes, savoir les bases de données, les applications, le réseau, etc., etc. Comme ça va être facile. Il faut connaître les accords avant d'improviser. Ah oui. Et même se donner une légitimité face aux autres parties prenantes, les gens du réseau, du système, de l'application. Il faut savoir parler leur langage pour pouvoir les convaincre. Sinon, on vous dira, vous ne connaissez pas le domaine, vous nous demandez de se sécuriser. Très bien. Donc on va commencer par dresser une petite cartographie. Voilà. Donc qui sont ces gens qui attaquent et quel est leur profil, quels sont leurs modes d'opératoire, comment donc on parle en 2025, de script et parce que ça fait des années que le hacker en fait n'est plus un petit adolescent boutonneux dans son garage, qui phagocyte des lignes de code. Ça a vraiment changé. Alors, la question extrêmement importante et pertinente de se demander quels sont les cyberattaquants, quels sont les adversaires. Parce que, en fin de compte, à mon sens, ça n'est pas suffisamment posé, même parmi les spécialistes, disons les spécialistes qui sont beaucoup dans l'opérationnel, et c'est à juste titre. Hein. Ils sont là pour choisir les solutions de sécurité, quelles mesures de sécurité mettre en place, comment la bien configurer, essayer de voir quelles sont les vulnérabilités présentes, mais une question qui n'est pas suffisamment posée, c'est qui sont mes attaquants ? Je dois me protéger contre qui? Si je donne, par exemple, une petite analogie que j'utilise toujours. Imaginons qu'à la sortie de l'émission, moi et Abdelbassat, on trouve nos voitures endommagées. Alors, il y a peu de riches dans le parking de la radio. Voilà. J'ai besoin de ça pour l'analogie. Alors, logiquement, on ne va pas se demander quel est le diamètre de la pierre qui a été utilisée pour casser les vitres, ni quel est l'état de dégradation réelle. La première question qui vient à l'esprit, qui a fait ça? Le fameux shkoun. Shkoun. Et pourquoi? C'est la même chose en termes de cybersécurité, surtout quand on commence ou on revoit notre stratégie de protection. Quels sont nos adversaires? Pourquoi ils voudront nous attaquer? Et comment ils vont faire? C'est un portrait robot, en fait, c'est presque de la criminologie. C'est du profiling, c'est du threat profiling, c'est du profiling de la menace, de l'analyse de la menace. Ça, c'est extrêmement important. Et on parle justement de caractériser la menace. Si on parle des catégories des cybermenaces, il y a différents standards où on trouve plusieurs classifications, même parmi les spécialistes. On ne peut pas trouver une seule catégorisation, mais personnellement, j'utilise toujours la même qui, à mon sens, elle est assez parlante et même accessible aux gens qui... aux profanes, disons. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les script kiddie, c'est les amateurs. C'est l'adolescent dont je parlais tout à l'heure. Pas toujours des adolescents. C'est des gens qui n'ont pas vraiment une maîtrise technique, qui, pour essayer d'apprendre par curiosité, ils recherchent, ils trouvent des outils sur Internet sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Ils vont essayer de les utiliser. C'est pour le fun, pour se montrer, pour se vanter. Les dégâts, généralement, à travers ce type de menaces, n'est pas très énorme, mais bon, ça dépendra du niveau de sécurisation de ceux qu'ils vont attaquer, parce que c'est vraiment, si on n'a pas le minimum, on sera humilié d'être attaqué par un... Donc ça reste au niveau des boîtes mail, des réseaux sociaux, voilà. Ouais. Quelquefois aussi, c'est d'effacement de site web qui est mal configuré, tout ça. D'accord. Alors, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les activistes cyber ou hacktivistes. Hacktivistes, ouais. C'est des gens qui agissent pas pour le fun, c'est pour passer un message. Voilà. Des fameux Anonymous, notamment. Ouais, une cause à défendre pour des raisons idéologiques ou autres. Ouais, exactement. Là, certains d'eux, c'est presque des profanes en termes de maîtrise.
D'autres ont une certaine maîtrise, une technicité qu'ils peuvent mettre en œuvre justement pour faire passer leur message. Et aussi, c'est souvent du défacement de site web. On change la nature ou l'apparence du site web. La page de garde. On poste des messages, des images pour faire passer justement shi'arat mu'ayyana. Ça, c'est la deuxième catégorie qui est assez présente. D'ailleurs, ils ont été très nombreux et on les remercie depuis 7 octobre, depuis ce qui se passe à Gaza. Les hackers ont soutenu la Palestine, ont piraté pas mal de sites. On pouvait voir Free Palestine un peu partout. Et ça aussi, c'est de la résistance. La raison, c'est pas l'argent, c'est pas le vol de données, c'est juste pour croire en une cause et faire ce qu'il faut pour passer des messages. Avancer. Exactement. Alors, la troisième catégorie, et là on rentre dans une certaine capacité de nuisance, c'est les cybercriminels solitaires, disons. C'est des gens qui ont vraiment une maîtrise, soit des gens qui se sont spécialisés ou là des autodidactes dans le domaine. Kevin Mitnick, voilà, de mémoire. Entre autres. Bien plus pour celui-là. Ma génération, c'était la star du piratage. Alors, c'est des gens non seulement ils maîtrisent ce qu'ils utilisent comme outil, mais quelquefois ils développent leur propre outil justement pour arriver à leur fin. Justement, leur motivation, c'est des motivations pécuniaires, c'est pour gagner de l'argent, ce qu'on appelle souvent aussi les black hats. Il n'y a ni foi ni loi, comme on dirait. C'est recherche de gains, pirater des bases de données, voler des informations sensibles, planter des ransomware pour après demander des rançons. C'est vraiment une capacité de nuisance qui, pour une société qui est moyennement, disons, sécurisée, pourra avoir un impact assez conséquent. Et dans cette catégorie, je mettrais aussi une catégorie un petit peu à part, mais à mon sens, elle a les mêmes conséquences. C'est ce qu'on appelle insider threat ou la menace interne. Quand tu as, imaginons un administrateur, réseau, système, ou un employé qui a un certain privilège dans l'entreprise, il a certains accès, cette relation de confiance fait qu'il pourra faire beaucoup de choses et on va supposer que c'est légitime. Alors, quand on est devant une personne mal intentionnée, soit qui est toujours dans l'entreprise ou l'organisation, ou qui est parti et par esprit de vengeance veut faire des choses, et malheureusement souvent on oublie le revenge hacking, d'enlever les accès, de supprimer le compte. Là, les dégâts seront vraiment du même niveau qu'un cybercriminel. Très bien. Comment est-ce qu'on peut classer aussi, c'est la grande tendance depuis une petite dizaine d'années, les fameuses ruches de hackers au niveau des États? On a vu plusieurs reportages de centres souterrains, notamment en Chine, en Russie, où vous avez des milliers d'informaticiens à qui on peut désigner une cible et qui tous ensemble attaque. Très bien, c'est l'ultime catégorie, mais il y a une catégorie avant intermédiaire, que je voulais, et elle est extrêmement dangereuse. Et on donnera évidemment la parole à M. Abbassad dans quelques instants. C'est les groupes de cybercriminels organisés. Quand je dis organisés, c'est vraiment organisé. Là, ce qu'on appelle, c'est la mafia de la cybercriminalité. Vous avez des gens extrêmement puissants en termes de ressources à la fois financières et aussi techniques. Machines, ouais. Il y a certains fuites, des leaks dans les forums de hackers ou de l'infiltration où on trouve vraiment une organisation digne d'une entreprise. On a des gestionnaires de ressources humaines pour capter, entre guillemets, la bonne ressource, les talents, pour les garder à travers les incitations. On a des project managers. On a des financiers justement pour récupérer de l'argent, pour réutiliser ce qu'on a volé. Il y a dans le monde des ransomware des négociateurs spécialisés justement. C'est vraiment quelque chose de très organisé. Et là, on commence dans un mode opératoire assez structuré que certains cybercriminels aussi utilisent. Il y a presque une méthodologie. Ça commence par une reconnaissance. On essaye de voir quelle est la cible. Par exemple, je vais hacker la radio. Ceci est une hypothèse de travail. Non, c'est pas une hypothèse. L'hypothèse, c'est que moi, je veux hacker, mais le fait que ça pourrait être une cible, c'est pas une hypothèse, malheureusement. Alors, on commence à, disons, faire une reconnaissance. Les sites web, les systèmes de messagerie. Sur le plan technique, est-ce qu'il y a des vulnérabilités apparentes, des faiblesses techniques?
Après, on va passer aussi à voir la ressource humaine. Qui sont les gens qui travaillent dans la radio, Est-ce qu'ils sont responsifs, est-ce qu'ils sont à la hauteur du challenge? Et aussi voir leur profil sur les réseaux sociaux. On peut glaner des informations. Par exemple, les techniciens, on va voir qu'est-ce qu'ils maîtrisent. On va supposer qu'ils utilisent tel logiciel, tel framework. Ça donne des informations. On va essayer d'envoyer des emails. Ça c'est une partie de reconnaissance, c'est une collecte d'informations. Et quand on est organisé et c'est une cible prioritaire, ça peut prendre des mois pour faire vraiment une cartographie de la cible. Après, on passe justement à l'adaptation des outils qu'on a pour commencer l'attaque. On va envoyer des emails piégés, on va lancer des outils pour exploiter une vulnérabilité sur un service web, messagerie qui est exposé d'une manière légitime. Voilà, c'est normal. Services, ou autre. Et on continue à essayer de le faire jusqu'à arriver à la compromission. On s'introduit, on vole l'information. Et là, c'est justement, ça dépend de l'objectif final. Est-ce qu'on va rester sans se faire connaître? On ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a des cas où les attaquants sont restés des mois, voire quelques années, justement, sans être détectés. Ou on commet l'acte qui a été prémédité dès le départ, c'est détruire le système d'information, exfiltrer des données, les faire sortir, planter un ransomware. Oui, justement, les statistiques disent que la moyenne de détecter une attaque, cyberattaque, généralement les hackers, comme a expliqué Selim, restent dormants pour certaines périodes. La moyenne... C'est-à-dire il est rentré à l'intérieur, il a les accès, il se fait oublier, il est dans un coin. Exactement. D'accord. Mais il est en train quand même de recueillir des informations. Exactement, pour l'aider à lancer l'attaque réellement, à voler les données, etc. Donc la moyenne c'est de presque 6 mois. 6 mois. Plus de 6 mois. Sans être détecté. D'accord. Comment est-ce qu'on explique que c'est eux qui sont performants, c'est le DSI qui fait pas son travail? Des fois, les moyens, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas une visibilité sur ce qui se passe dans vos systèmes, votre réseau, etc. D'accord. C'est manque de moyens. Des fois, c'est ça. Je peux aussi citer le cas, par exemple, les entreprises qui n'investissent pas sur les moyens de sécurité. Des fois, alors, moyens de sécurité, c'est pas un antivirus gratuit que vous téléchargez sur Google. Non. Voilà. Les moyens de sécurité, ça peut être humain, ça peut être organisationnel, ça peut être technique, etc. Investir $100 comme mesure de sécurité pour éviter une attaque qui peut vous coûter des millions de dollars, je ne peux pas le dinar, 10 millions de dinars. Même des millions de dollars, etc. Là, comme on dit. Donc, il faut sensibiliser surtout les responsables, les décideurs, pour être à l'appui. D'ailleurs, le challenge de la sécurité, disait des enseignants. Maintenant, c'est pas de bloquer les gens. Non. Le challenge, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous a piraté ou qui est à l'intérieur. Alors, parlant technique, on le trouve comment cet intrus qui s'incruste et qui ne veut pas partir et qui est peut-être là en ce moment dans nos sites respectifs? Allez, Selim ou Adbast. Allez, Selim. Alors, je sais qu'il y a une procédure qui ressemble beaucoup, encore une fois, de la criminologie, où on remonte la piste, etc. Justement, c'est la difficulté de le détecter. Déjà, avant de le détecter, d'essayer de réduire la chance qu'il puisse rentrer déjà dans le système. En amont. Ça, c'est la stratégie de cybersécurité à construire. Mais avant, je terminerai par ta question par rapport à... État contre État. État contre État. Après les groupes, de cybercriminels, il y a les entités affiliées à des États ou utilisées par des États. Et là, vous avez toute la panoplie des ressources. Et ça, c'est plus de la science-fiction, amis auditeurs. C'est en 2025, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est exactement, et ça se passe tous les jours. Et tout le monde est concerné, y compris nous. Maintenant, comment se protéger justement contre tous ces types d'attaquants? On ne va pas partir d'une feuille blanche. Il y a des standards, il y a des frameworks, que ce soit l'organisme ISO, il y a tout ce qui est norme ISO 27001, 27002 pour s'organiser en termes de sécurité des systèmes d'information, quelles sont les mesures nécessaires. Il y a le monde bancaire, il y a tout ce qui est PCI DSS. Il y a aussi un framework que j'aime bien, qui est assez pragmatique à mon sens. Oui. C'est celui du NIST, de l'Institut de standardisation américain.
c'est Cyber Security Framework. Il y a 5 ou 6 fonctions principales. La dernière version, je crois, c'est 6. Ils ont rajouté la gouvernance. C'est Alors, on va expliquer ça à nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est, en fait, à simplifiant? Alors, il y a 6 fonctions. Il y a gouvernance, ça veut dire qui fait quoi, qui est responsable de la sécurité et comment on doit s'organiser pour le faire. Il y a la partie aussi, tout ce qui est process, tout ce qui est stratégie, ça commence la stratégie, l'existence d'une stratégie, les politiques qui en découlent. Exactement. Ouais, les c'est un audit, en fait. Non, c'est une gouvernance, c'est mettre en place les structures de gestion et de coordination de la cybersécurité au sein de l'organisation ou de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être optimal? Exactement. On ne laisse pas ça à la bonne volonté de certains techniciens qui on n'a plus de sécurité. Comment vous organisez la cybersécurité à l'intérieur de votre entreprise? C'est ça le... Exactement. Et en quelque sorte, c'est comment maturer, avoir une certaine maturité de toutes vos process, les procédures de travail et tout, en matière de cybersécurité. Pour arriver à une certaine maturité qui vous... On doit garder justement cette performance dans le temps à travers des revues périodiques de la politique de sécurité, de nos faiblesses. On va apprendre de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise. Après, mais ça, comment on l'implémente pour une entreprise qui n'a jamais fait ça, une entreprise dans l'agroalimentaire, qui a peur des intrusions, elle commencerait par quoi, en fait? C'est quoi la première marche? Alors là, je laisserai la parole à Abdelbassat. On part pas d'une page blanche. Il y a tout ce qui est ISO, SMSI, des normes à suivre, des référentiels à suivre. Exactement. Oui. Moi, je veux juste attirer votre attention sur les attaquants, comment qu'ils font pour accéder au système d'une entreprise ou comment voler de l'information. Quelle que soit leur motivation, en fin de compte. Je vous donne un exemple d'une attaque qui s'est passée, qui a ciblé Aramco. Si on peut éviter de citer les entreprises, ça serait bien, mais... Exactement. Allez-y. Une entreprise pétrolière. Ok. Donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ciblé une personne. Il a lancé une attaque, spear phishing, c'est-à-dire du phishing ciblé. Qu'est-ce qu'il a ciblé? Il a étudié les profils ou les gens, il a collecté des informations sur les gens qui travaillent dans la société. Via LinkedIn, via d'autres réseaux sociaux. Exactement, via LinkedIn. Donc, il a ciblé une personne qui a des privilèges élevés, comme expliqué. Un DSI. Exactement. Une personne qui a des privilèges élevés, qui accède aux données de l'entreprise. Il a envoyé un message de hameçon ciblé, exactement. Donc, qui contient juste une offre d'emploi. D'un concurrent. Les gens veulent changer d'emploi. Actuellement, il va ouvrir des gains financiers. Exactement. Il a ouvert le concurrent direct. Sur le lien. Il a cliqué carrément, sans méfiance. Exactement. Le malware ou bien le virus s'est installé sur son PC, c'est propagé sur toute l'entreprise. Exactement. Donc, une faille a été fatale. Exactement. C'est l'inconscience d'un employé. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas tout publier ou tout mettre sur votre profil. Oui, il ne faut pas dire que je suis administrateur réseau, que je possède les privilèges les plus élevés, etc. Et là, Abdelbassat, c'est vrai, l'inconscience humaine, et on parle souvent de le maillon le plus faible, c'est l'humain, mais à mon sens, voilà, je sais que beaucoup de spécialistes ne partagent pas cet avis, que on aime bien les avis contraires dans l'émission. On doit faire avec la nature humaine. Je vous donne un autre exemple. Il y a un célèbre site qui permet de voir est-ce que j'ai mes adresses mail qui sont dans une base de données, des mails leakés. C'est arrivé à Yahoo il y a quelques années. Have I been hacked? Alors, c'est un spécialiste en cybersécurité qui maintient ce site-là. Dès qu'il y a des fuites, il les récupère, il les met dans la base de données, il met aux gens de savoir. Eh bien, on a hacké son site. Et son explication est tout à fait normale à mon sens. Oui. Je ne peux pas être vigilant 24 heures sur 24 heures. J'étais en voyage, j'étais fatigué, j'ai cliqué sur un mail. C'est normal. C'est-à-dire même lui qui est le spécialiste des spécialistes. On essaie de réduire au maximum justement les conséquences de l'erreur humaine, mais il y aura toujours erreur humaine. On ne doit pas rester toujours dans cet idéal, à mon avis, qu'on n'arrivera jamais, que
à certains moments, à travers de la sensibilisation, les utilisateurs ne vont pas faire des erreurs. Ces utilisateurs sont des humains. Tout à fait. Et au-delà de ça, pardon, Hatem, on en avait parlé lors d'une précédente émission, il y a aussi les technologies qui évoluent très très vite. Il y a une expérience sociale qui a été menée dans la Silicon Valley, vous la connaissez sûrement, où à partir d'une photo publiée sur Instagram, d'une voyageuse qui s'est prise en photo devant son hublot. Elle était dans l'avion. Et en 5 minutes, c'était une espèce de challenge pour les white hats, en 5 minutes, on a eu le numéro de l'avion, on a eu le vol, on a eu son nom, son prénom, ses informations personnelles en 5 minutes, à partir d'un selfie devant un hublot d'avion. Donc c'est dire que ils sont capables d'avoir n'importe quelle information, quel que soit le contexte, et on n'est jamais trop prudent en fait. Il vaut mieux ne pas leur faciliter le travail, tout simplement. Seulement, si on revient à l'entreprise, avoir une politique de sécurité, système d'information, et ne pas l'avoir, je pense que c'est deux paires de manches. Bien sûr. On passe d'une catégorie d'inconscience vers une catégorie de faire du minimum de la sécurité. Il y a des gens en 2025, on va pas citer d'entreprises bien évidemment, mais en Algérie, à qui vous expliquez tout ça et qui vous disent bon, c'est pas grave. Mais bon, ça servira comme des exemples à des choses à ne pas faire. D'accord. Malheureusement, il y a de la résistance au changement, même dans ça, c'est extraordinaire. Je pense que le problème aussi, Salim, c'est que même chez nos techniciens, parce que la question, elle peut être posée comme ça, c'est que même nos techniciens, ils voient la sécurité comme des équipements, des barrières logicielles et des barrières qu'on met en place. Mais derrière le comportement humain, par exemple un flash disk, c'est un risque. Le flash disk qui a détruit tant d'entreprises. Donc tout ça, ce qu'on appelle, ce qui est régi par des politiques et qui sont auditées, qu'il faut toujours améliorer et revoir. Mais ça, c'est dû à quoi? Si on le fait pas dans l'éducation, c'est la nature humaine. C'est comme dans la médecine, il y aura toujours des médecins parce qu'il y aura toujours des gens qui il est inconscient, il suit pas il n'a pas une bonne hygiène de vie, c'est normal. Je veux dire, dans le monde de la cybersécurité en tant que professionnel, on doit se mettre dans la tête que c'est un combat continu. On doit continuer à faire de la sensibilisation, de la vulgarisation, mais on doit continuer à être très, très vigilant et même paranoïaque pour essayer d'éviter le maximum cette situation de chaos total. Justement, allez-y. Les campagnes de sensibilisation au sein des entreprises, c'est un point très très important et qui touche tous les niveaux. C'est-à-dire commençons par un employé simple jusqu'à la haute direction, la direction générale. C'est-à-dire le staff technique, il peut être même les agents de nettoyage, les agents simples de maintenance, les responsables, les managers, à tous les niveaux. C'est très très important. Qu'est-ce que tu penses de maintenant il y a même des jobs qui sont faits pour attaquer les pentesters. C'est ça. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas techniciens. Les gens qui testent votre système. Ah, d'accord. C'est les white hats qui testent la résistance. Et est-ce que ça a une valeur et est-ce que c'est une partie de la solution aussi? Oui. Donc, on démarre d'une chose, c'est que tant que vous avez des services, par exemple digitaux ou bien l'Algérie maintenant, on vit l'ère de transformation digitale, etc., transformation digitale, et vous êtes amené à exposer vos services à exposer vos services aux gens à partir de l'internet. Tant que vous êtes exposé à l'internet, vous êtes aussi vulnérable. Aux attaques. C'est ça. Tout le monde vous attaque. Essayez de trouver des failles, voler des informations, surtout lorsqu'il s'agit des plateformes qui traitent des données à caractère personnel. Donc, les hackers essayent de voler des informations, vendre ces informations, ou bien avoir des gains financiers, etc., ou bien atteinte à votre réputation, etc. Donc, vous avez une plateforme digitale ou bien une solution, il faut tester avant la mise en production de cette plateforme. D'accord. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle shift left. Exactement. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser la sécurité à la fin, mais commencer la sécurité pendant l'élaboration. À la phase de conception
de cette solution. Méthodologie agile, voilà. Salim. Pardon. C'est exactement ça. Là. C'est exactement ça, Abdelbassat. C'est que, en termes de pentesting, test d'intrusion, il y a des sociétés algériennes qui font ça. Oui, on en a reçu la nôtre qui est spécialisée. En fin de compte, nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Le mode opératoire que j'ai décrit, c'est de la reconnaissance, récolte d'informations, adaptation des outils, compromission. Après, on fait ce que le client demande. On simule justement le mode opératoire d'un cybercriminel avancé. Quelquefois, on fait même des choses avancées à la demande du client pour que il récolte l'information sur ses faiblesses à travers un audit en white hat que vous avez cité, au lieu qu'il va le subir vraiment. Mais la limitation, bien sûr, généralement, ces missions d'audit sont limitées dans le temps et dans le scope. L'attaquant n'a pas cette limitation. Il a tout le temps et il n'a pas de limite en termes contractuels. Mais si on parle de normes, c'est dans les normes, dans les standards, il faut faire des audits de manière périodique, que ça soit chaque trimestre, chaque semestre ou même annuel. Et ça, comme a dit Abdelbassat, c'est selon ce que vous avez comme empreinte cyber que vous exposez à vos utilisateurs ou là au grand public. Très bien, messieurs, on fait une petite pause. On revient juste après, c'est passionnant, à tout de suite. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Champ 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. 18h43 sur les ondes de radio Alger Champ 3. Je rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, si vous êtes un club étudiant, vous pouvez candidater à notre émission de l'été, en l'occurrence le Grand Oral des clubs étudiants, compétition de culture générale qui devrait réunir la Norba, comme on dit, des clubs étudiants du pays qui vont s'affronter autour de questions, autour de la science, de l'informatique, de l'histoire et autres. Donc à partir de maintenant, vous pouvez candidater, n'hésitez pas. Hadim. Oui, et on attend beaucoup votre participation. Il y a un jury, c'est le jury du... Tu en fais partie. Je fais partie et ne vous en faites pas, ça sera vraiment... on aura de très bons résultats comme ça a toujours été le cas. Absolument. Revenons maintenant à notre problématique du jour, le hacking. Voilà, nos invités de nous continuer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les 5... les 6 fonctions. Voilà, les 5 options. En termes de stratégie de cybersécurité, on essaie de vulgariser au maximum pour nos auditeurs, bien évidemment. Comment on va lutter contre ces cybercriminels, ces entités affiliées à des États, ces menaces internes. Alors, c'est une structuration. J'ai dit qu'on a tout ce qui est ISO, on a le framework du NIST. Ça commence avec une organisation, s'organiser, se gouverne. Après, la partie Identify, justement, on va identifier qu'est-ce qu'on a d'éléments, d'actifs, de systèmes, d'applications, de données importantes à protéger, avec quel niveau de classification. Et un état des lieux. Un état des lieux, et aussi on revient à l'analyse de la menace. C'est là où on va identifier qui va nous cibler, qui va être à la recherche de ces actifs qui sont importants pour nous. Ça, c'est la partie Identify. Après, on va aller vers la protection. La protection, c'est mettre en place tout ce qui est classé en termes de protection, antivirus, du firewall, des protections périmétriques, la partie sensibilisation. Il y a plein de mesures qu'on peut trouver facilement dans tout ce qui est référentiel, les standards. Oui. Et là, j'aime utiliser la barre, disons, on va élever la barre le plus haut possible. On ne va pas éliminer la menace qu'un incident ou le risque qu'un incident de sécurité se produise. On va essayer d'élever la barre le plus haut possible. Parce que le risque zéro n'existe pas. Exactement. Oui. C'est pas un script qui dit ou un attaquant moyennement compétent qui va apporter atteinte à notre organisation. Et là, aujourd'hui, on utilise l'IA même pour ça. Hein. On utilise les outils des deux côtés, que ce soit pour les défendeurs ou les attaquants. C'est ça. Alors, la protection, ça permet de ralentir, d'empêcher le plus grand nombre d'attaquants de réussir de limiter les dégâts. De limiter les dégâts. Et comme il y aura toujours des attaquants qui vont passer, là, c'est la fonction détecte. Et le maître mot aussi, c'est la rapidité. On doit détecter le plus tôt possible toute attaque qui a passé nos protections. Parce que si on laisse à l'attaquant 1 heure et 1 semaine, ou comme a dit Abdelbassat, quelques mois, c'est pas la même chose. Exactement. Quand il a le temps, il va soit s'installer,
soit utiliser votre infrastructure pour faire d'autres attaques, hein, exactement, faire ressortir de l'information, il aura le temps. Mais quand on le détecte les premières heures, et disons les premiers jours, on va limiter grandement les dégâts. Ça, c'est la partie protect. Après, la partie respond. Respond, c'est dans le sens répondre à un incident. On détecte, mais malheureusement, soit on a détecté trop tard ou pas suffisamment. Ou on ne sait pas quoi faire. Là, on doit agir, on doit analyser qu'est-ce qui s'est fait, comment l'attaquant est rentré, qu'est-ce qu'il a planté exactement, et on va œuvrer à le faire ressortir, à couper ses accès, à supprimer tout ce qui est... À éviter que ça se reproduise. Là, c'est la partie, le seul learned, on apprend des erreurs. De nos erreurs. Alors, après le respond, il y a la partie recover, on va revenir en fonctionnement normal. C'est de la restauration, la réinstallation, c'est nécessaire. Ça, c'est la stratégie en général. On commence par la gouvernance jusqu'à la reprise en état de fonctionnement normal. Par rapport quand tu vois l'Algérie, oui, on a synthétisé chez nous nos entreprises, nos institutions, etc. C'est-à-dire qui peut nous faire des actions de telle sorte, et comment s'en préserver, sachant que tout notre matériel de sécurité, tous nos applications et tout ne sont pas à 100% algériennes, hein. C'est des produits qui sont faits par des grandes entreprises connues dans le domaine, ou bien des pays bien qu'on compte sur les doigts de la main. Je commence parce que je pose une problématique pour chez nous. Donc comment la deuxième partie de votre question, c'est la dépendance technologique. Ça, c'est autre chose. Donc, mais sur le contexte algérien, heureusement, alhamdoulilah, l'État algérien a déployé des efforts considérables en matière de la mise en place d'un dispositif de sécurité, de la sécurité des systèmes d'information, par le biais de la mise en place du référentiel national de la sécurité de l'information, le RNSI, qui a été initialement créé en 2016, mais mis à jour en 2020. Pourquoi il a été... Abdelbasset a été parmi les rédacteurs. Oui, j'étais chef de projet. Sa modestie l'a empêché de le mentionner. Pas d'Abdelbasset. Il est destiné à qui? Aux entreprises, tout le monde. Initialement, il était aux entreprises publiques, mais ça va aussi toucher les entreprises privées, parce que certaines entreprises privées aussi manipulent des données sensibles. Oui. Et ils ont peut-être qu'ils sont ils sont impliqués dans la gestion ou dans l'opérationnel des systèmes critiques, peut-être. Ça, c'est important. Donc, pourquoi cette mise à jour? La mise à jour est due au fait que les technologies changent, les challenges changent très vite en plus. Voilà. Oui, exactement. Les menaces changent. Vous avez les nouvelles technologies, l'IoT, Internet of Things, exactement, of Things, des objets, le cloud, l'adoption du cloud. De plus en plus, on va vers le cloud. C'est plus vos systèmes on-prem, etc. Il y a aussi les réseaux sociaux, sécurité des réseaux sociaux. Vous avez des infra critiques, comment les sécuriser, ça c'est important. Ça, primo, c'est le référentiel. Deuxièmement, la mise en place des structures organisationnelles telles que décrit par le décret, expliqué par le décret présidentiel de l'an 2000, le 2005, la mise en place du Conseil national de la sécurité des systèmes d'information, l'Agence nationale de la sécurité en termes de l'information. Voilà. Exactement. Qui fait ça, quoi et comment. c'est très important. Donc, le rôle déjà de l'ASI, c'est d'aider les entreprises à implémenter et aussi à surveiller l'implémentation du RNSI. D'ailleurs, on exige un RSSI, un exactement. Parmi les choses, c'est l'obligation, d'avoir un RSSI au niveau des entreprises. Ça, c'est très important, et qui soit rattaché au premier responsable de l'entreprise, et qu'il n'ait de compte à rendre qu'à lui. Exactement. Oui. Aussi, l'élaboration de la stratégie nationale de la sécurité de l'information. Le référentiel doit être aussi mis à jour parce qu'il était créé avant la stratégie nationale de la sécurité de l'information. Donc, il doit être adapté ou mis à jour. Aussi. Donc, tous ces dispositifs vont aider, si appliqués. Par exemple, si vous exigez aux entreprises d'implémenter les exigences du RNSI,
ça va aider à élever la maturité en matière de cybersécurité, non plus des entreprises ou bien des institutions, mais aussi de l'Algérie, de l'écosystème algérien. Très bien. Oui. Salim, dépendance, c'est le problème et des solutions si vous voyez quelque chose qui peut... Alors, avant, un petit mot par rapport à ta question sur qui nous cible. Peut-être ça nécessitera une autre émission, mais oui. Beaucoup de jeunes aussi. Oui, j'ai parlé du script qui dit jusqu'à l'entité. Alors on a la totale, tout le monde. C'est pas uniquement nous, hein. Tout le monde. C'est la fameuse paranoïa justifiée dont vous parliez tout à l'heure. C'est une réalité. Oui. Tout le monde nous attaque. Et c'est normal. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. On n'est pas les seuls. Tout le monde est concerné. Tout le monde attaque tout le monde. C'est la réelle politique. Et on a du script qui dit jusqu'à l'agence ou l'entité affiliée à un État. Maintenant, par rapport à la dépendance technologique, et tu sais, c'est un sujet qui me tient à cœur actuellement, surtout avec le contexte actuel. Alors, l'état des lieux, il faut dire les choses clairement. Et c'est pas uniquement l'Algérie, c'est la majorité des pays. On est dans une dépendance totale. Et là, on ne peut pas appliquer Ida al-Matrafet. Parce que quand il y a des dégâts, ils ne seront pas répartis entre les pays qui sont dépendants. Tout le monde va en subir les conséquences. Alors, si je parle de caractériser cette dépendance, déjà, il y a la dépendance envers les solutions technologiques, que ce soit du hardware ou du software. Pratiquement 100% des solutions qui sont utilisées pour la protection, pour la détection et même pour la réponse, pour la recovery, la fameuse stratégie ou les piliers de la stratégie dont j'ai parlé, on les importe, on les achète. Le deuxième trait de cette dépendance, qui aggrave le premier, c'est que cette dépendance n'est pas assez diversifiée. En fin de compte, on est dépendant à un nombre réduit de vendeurs, d'éditeurs de solutions de cybersécurité. Tout le monde le sait, c'est les Américains qui dominent le monde dans ce sens. Il y a une certaine diversification dans certains domaines, mais dans la cybersécurité, il y a une domination mondiale. On essaie de diversifier, et là, c'est pas uniquement, je vous cite, dernièrement, j'ai entendu 2 ou 3 dirigeants de sociétés de cybersécurité européennes qui disaient on doit arrêter de financer l'industrie du logiciel américaine. Alors vous imaginez des alliés entre eux qui sentent cette dépendance qui pèse sur eux. On doit faire autant. C'est quelque chose que on n'en parle pas aujourd'hui, tout le monde en parle, plusieurs spécialistes peut-être même donc dans cette émission. des GAFAM. Des GAFAM et des autres qui sont dans la cybersécurité. Et l'open source peut être... On va parler des solutions, mais avant, je voulais dire qu'il y a une dépendance sur les données sur la sécurité. Comment on va détecter les attaquants, qu'est-ce qu'ils font, là aussi on le consomme. Comment faire? Il y a plusieurs pistes. À juste titre, l'open source est quelque chose d'extrêmement important et nécessaire à le faire. Même eux font ça. Il y a tout ce qui est reverse engineering, il y a tout ce qui est innovation, recherche et développement. On a la compétence, on a les talents, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Il y a la veille, bien sûr. L'utilisation des outils de l'intelligence artificielle, c'est ça, il faut en bénéficier. Ce qui est important, c'est arrêter cette stratégie de réduction de la dépendance technologique. On n'est pas utopique pour dire qu'on sera complètement indépendant. C'est impossible dans ce monde-là actuellement, mais on doit réduire au maximum en utilisant ce que vous avez cité, l'open source, le reverse engineering, l'innovation et plein de pistes dans ce sens. Le mot de la fin est pour vous. Non, c'est juste pour enchaîner, c'est-à-dire il faut démarrer du principe que vos ennemis ne sont pas mes ennemis, surtout en termes de menaces cyber. C'est-à-dire, il y a certains pays ils définissent leur ennemi, ok, mais ce ne sont pas mes ennemis là. C'est pour ça que l'Algérie doit avoir ou bien définir sa propre cartographie des menaces cyber pour savoir comment se défendre. Donc une géostratégie presque parallèle, virtuelle. D'accord. C'est une très jolie conclusion. Merci beaucoup, Hatem, pour ces invités de marque. Merci beaucoup, messieurs. Vous reviendrez. Je pense qu'il nous faut 2-3 heures de plus. Tellement la question est passionnante. Merci beaucoup à Lamine B derrière la vitre. Quant à toi, qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde. Et à jeudi prochain.